on fait en sorte d'hybrider le modèle, comme je te l'ai dit. Donc, on va chercher à faire en sorte que une commande sur 2 puisse partir en 24 heures. C'est-à-dire ne soit composée que de produits qui soient en stock. Donc, on place notre curseur en fonction de ça. Donc, on regarde ce qu'on vend le plus et les combinaisons de ce qu'on vend le plus, et on choisit d'affecter notre stock comme ça. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Faustin Falcon, prononcé à la française et pas Falcon, ce qui aurait pu avoir peut-être un peu de sens dans cette discussion, qui est le PDG de pêcheur.com et chasseur.com, qui appartiennent à un groupe où on parle juste de pêcheur.com et... Non, une holding, j'imagine. L'entreprise s'appelle Fugam. Fugam. Et c'est elle qui édite les sites pêcheurs et chasseurs.com. Ça veut dire quoi, Fugam? Ça vient d'où? Fugam, ça veut dire évasion en latin. Voilà. Ah, donc, ok. Mais ça a été choisi par les fondateurs. Et pour les puristes, je suis pas sûr que ça soit l'évasion au bon sens du terme. Voilà. Ok. Faustin, qui est arrivé il y a une grosse quinzaine d'années dans l'entreprise, qui avait été fondée par Olivier Bernasson, c'est ça? Bernasson, pardon, qu'on salue, et qui, par coup de LBO, rachat, changement de capital successif, on n'en parlera pas trop dans cet épisode, mais il me l'a raconté, c'est passionnant, et donc devenu aujourd'hui PDG avec une grosse part du capital et aspire à en avoir plus, pas pour des raisons financières, mais pour le bien de l'entreprise. Mais c'est ça, pour des raisons stratégiques et opérationnelles. Je crois fondamentalement que quand on a un projet stratégique d'entreprise, c'est bien de pouvoir avoir la main aussi sur les décisions capitalistiques. Et donc voilà, donc comme je te disais, c'est pas une fin en soi d'être majoritaire. Par contre, d'être l'actionnaire de référence, ça garantit d'avoir, on va dire, une emphase entre le board et l'opérationnel. Voilà. Tu arrives, alors vous pouvez aller sur Papers regarder les comptes parce que vous publiez tout et vous êtes assez transparent. Oui. Tu arrives en 2007-2008, tu prends les rênes, alors pas capitalistiquement parlant encore, mais en tout cas tu montes déjà au capital en 2016 et tu deviens PDG. C'est ça. Et vous verrez une belle accélération. Aujourd'hui, la boîte, c'est presque 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça. Dépassé, atteint? Sur 2023, ça sera un peu moins. Ok, mais un peu moins, ça veut dire? Entre 34 et 35. Bon, bah, c'est beau. 90 salariés, à peu près 8% d'EBITDA. C'est ça. Et un très très beau résultat net, alors qu'en 2016, il y avait... Zéro. Zéro que chi. Donc ça veut dire que ce que tu avais en tête et la raison pour laquelle tu t'es battu, bah, tu l'as bien exécuté. On va parler de pas mal de choses. Déjà, tu vas me parler de la jeunesse, pêcheur.com, et c'est lancé en 2000, c'est un dinosaure du net presque. Et le e-com s'est lancé, alors une marketplace en 2002, puis le e-com en 2004. Chasseur.com s'est sorti en 2010, a été sorti de l'histoire en 2019. Donc on va parler un peu de cette histoire. On va beaucoup parler du marché parce que c'est le premier épisode du Panier que je fais où j'aborde ce marché de la pêche et de la chasse. Donc c'est un marché que je ne connais pas, vraiment pas. Donc ça va être intéressant. On va parler de la réglementation parce que c'est une toute partie du business. Il y a une partie du business qui est pas très importante chez nous, mais qui représente un marché significatif et sur lequel on progresse et qu'on a envie d'adresser de plus en plus, qui est forcément très réglementé parce que on vend des armes et des munitions. Et des munitions, donc on en parlera un petit peu. On parlera de distribution. Pour l'instant, c'est tout en ligne plus une boutique. Excuse-moi, j'allais dire petite, mais c'est un abus de langage très français, ça. Un petit café, un petit message, un petit mail. Une boutique à Clermont. Je te demanderai quels sont tes plans sur la suite. On parlera un peu de
stock. Il y a 200 000 refs, dont 180 000 qui sont disponibles à vente. Il y en a 50 000 qui sont en stock chez vous. J'ai naïvement, candidement, j'imagine des petites pièces ultra légères, pas énormes, donc ça doit être un sacré enjeu. Ben, ça va de la petite épicerie, du petit hameçon jusqu'à des choses beaucoup plus encombrantes, comme tu peux imaginer, comme des embarcations pour pêcher. On parlait tout à l'heure de flotte tube, voilà, par exemple. J'ai découvert ce qu'était un flotte tube, c'est un petit bateau gonflable dans lequel on est assis. C'est ça. Avec les jambes dans l'eau, avec des palmes qui vous permet d'aller là où vous avez pas pied et de pêcher. Bah, on parle là de stock, de saisonnalité. Là aussi, c'est quand même un business, surtout sur chasseur, où tu as 6 mois d'activité et 6 mois de... Bah, disons que l'activité s'arrête pas complètement, mais c'est sûr qu'elle est corrélée aux périodes d'ouverture et de fermeture, donc. Et la chasse est une activité beaucoup plus saisonnière que la pêche, parce que la pêche est une activité multiple. On devrait parler des marchés pêche et pas du marché pêche, parce que il y a plusieurs saisonnalités et plusieurs marchés en définitive dans la pêche. Bah, tu nous raconteras. Et on parlera un peu de tech à la fin. C'est une techno homemade avec une équipe de dev en interne. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci à toi. On nous a fait une intro en plus, hein. C'est ce petit groupe dont j'ai déjà parlé. Tu veux en dire un mot peut-être ? Le petit groupe de e-commerçants. Le petit groupe de e-commerçants. C'est un petit groupe dans lequel sont plusieurs invités du panier que j'ai déjà reçus. D'accord. Mais il y a Sébastien de As de Carreau. D'accord. Alors cette fois, il y a aussi Farmazone et il y a 2-3 autres acteurs qui se sont rencontrés un peu en parallèle du panier et vous échangez. Et je crois que c'est Sébastien qui me disait faut absolument que tu reçoives pêcheur.com. On est effectivement. Autres. Donc on échange avec beaucoup de confrères e-commerçants. Qui soient dans notre secteur d'activité propre à la pêche ou à la chasse d'ailleurs, ou d'autres. Et donc, effectivement, c'est souvent comme ça, c'est un petit monde, c'est de fil en aiguille qu'on se rencontre. Voilà. Pêcheur.com se lance sous forme de blog et de forum en 2000. Ça fait 23 ans que ça existe, c'est beau. Mais l'activité commerciale ne commence qu'en 2002 avec la marketplace, c'est ça ? C'est ça. Donc en 2000, en fait, c'est un site, on va dire, communautaire avec une partie forum, une partie blog. Il y a même une petite partie annuaire qui répertorie tous les sites qui traitent de la pêche sur la toile. Et puis en 2002, voilà, de façon assez opportuniste, les fondateurs essaient une partie marketplace. Elle marche, mais elle leur entraîne plusieurs soucis opérationnels et ils se disent que le bon modèle, finalement, ça va être de faire un e-commerce, mais avec une petite particularité, sans aller chercher de stock, mais en référençant, comme le ferait une marketplace, l'ensemble des catalogues de tous les fournisseurs qui peuvent exister. Et ça a été ça l'ambition au départ. Donc avec 0 stock. Et le projet, c'était de dire, voilà, vous avez un catalogue, on va référencer absolument tous vos produits et accessoirement les vendre. Donc on développe un système logistique assez pointu déjà à l'époque, de flux tendu, qui nous permet d'avoir accès aux stocks fournisseurs pour pouvoir gérer les disponibilités, les indisponibilités sur le site et pouvoir vendre en fait sans avoir de produits en stock. Du dropshipping il y a 20 ans quoi. C'est même pas du dropshipping, puisqu'à l'arrivée, une commande pêche, c'est généralement 5 produits en moyenne qui peuvent venir de 5 fournisseurs finalement différents. Donc, et sur un tout petit panier moyen. Donc, ce qui fait que le dropshipping n'aurait pas été rentable. Donc, on est obligé d'intégrer une logistique. C'est quoi le panier moyen d'ailleurs aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il est à peu près à 100 € TTC. Ok. Et toujours avec 5 produits? Oui, toujours avec 5 produits en moyenne. Mais il y a un écart à la moyenne qui est important, parce qu'en définitive, tu peux acheter 15-20 produits, avoir un petit panier de 60 €. Tout ce qui est hameçon, etc., consommable, on va dire, et tu peux acheter un produit d'investissement, plus une canne ou un moulinet, dont le prix moyen va être plus élevé et va dépasser les 100 €. Ok. Vous vendez au fur et à mesure des produits de chasse aussi, mais vous décidez en 2019 de sortir le... C'est ça. Au départ, on vendait, on ouvre opportunément, on va dire, des univers connexes à la pêche sur pêcheur.com. Et puis, en 2019, parce qu'on a décidé de développer la partie chasse où on voit une vraie opportunité, on décide de sortir la partie chasse de pêcheur.com, de faire un site à part, marketé, chasseur.com, qui va nous permettre notamment de vendre l'arme et la munition,
de façon, j'ai envie de dire, sécurisée, parce que comme je te l'expliquais tout à l'heure, notre trafic il dépend quand même pas mal du SIA et Google est assez strict sur les conditions de publicité sur des produits à risque, comme la munition, le fusil de chasse, quoi. Voilà. Ok. Alors ça me permet d'enchaîner sur le marché. C'est aussi parce que le persona de l'acheteur change un peu. À une époque où on faisait chasse et pêche et c'était un peu, ça allait de pair, c'est moins le cas aujourd'hui. Tout à fait. Donc si tu regardes traditionnellement, les magasins de pêche ou les magasins de chasse ou les armureries vendent aussi de la pêche ou vendent aussi de la chasse, inversement. Pourquoi ? Parce que historiquement, tu avais à peu près un gros tiers des pêcheurs qui étaient aussi chasseurs. Si on regarde aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai et sur les jeunes générations, il y en a moins d'1 sur 5. Un gros tiers des pêcheurs étaient aussi chasseurs. Tout à fait. Et aujourd'hui, moins d'1 sur 5. C'est ça. Sur les jeunes générations. C'est ça. Ok. Donc, c'est vraiment des univers qui sont séparés. La chasse d'un côté, qui se séparent. Qui se séparent. Qui évoluent différemment, on va dire. Voilà. La chasse d'un côté, la pêche de l'autre. Et qui sont en plus très, très, très divers, non ? Alors, il y a autant de pêche que de... C'est des marchés effectivement très divers. Sur la pêche, déjà un chiffre, la pêche c'est à peu près un marché de niche qui fait 400 millions d'euros aujourd'hui en France, à peu près. La chasse c'est le double sur l'équipement du chasseur, parce qu'il y a l'équipement du chasseur, il y a l'équipement du chien. C'est 800 millions en France ? Voire un peu plus. Donc 1,2 milliard, 1,3 milliard sur la pêche et la chasse en Exactement, France. En France. Voilà. Donc c'est pas non plus un tout petit marché, mais ça reste un marché de niche. Tu as un autre fait majeur à comprendre, c'est que tu as des pêcheurs et des chasseurs sur tout le territoire, mais jamais en grand nombre sur une zone, en définitive. Parce que la proportion de pêcheurs ou de chasseurs à Paris, elle est très faible. Évidemment. Mais comme il y a beaucoup de population, ça crée finalement autant de marchés localement que en Lozère ou en Corrèze, où la part de population qui pêche ou qui chasse est très élevée, mais où il y a très peu de population. Donc en définitive, les pêcheurs et les chasseurs, ils sont répartis de façon assez homogène sur le territoire, ce qui crée une belle opportunité pour une distribution digitale comme la nôtre, parce que c'est très dur sur un marché dont le sous-jacent, ce que je viens de dire, est assez stagnant. Tu as de moins en moins de pratiquants, mais qui chacun dépense de plus en plus, parce qu'ils sont de plus en plus passionnés, ils sont de plus en plus précis, pointus dans leur pratique. Donc ce qui fait que au final, ça crée une énorme opportunité pour du business digital, parce que tu comprends bien que si tu montes un retail ou un réseau de magasins pour distribuer, tu te retrouves sur une zone de marchandises qui est pas extensible à l'infini, et c'est très dur de couvrir tout le territoire, et le marché il est stagnant. Et donc au fur et à mesure où les distributeurs, les petits détaillants disparaissent, ils font place à une distribution en ligne qui, elle, permet d'aller justement servir, moi je suis originaire de Lozère, servir le pêcheur lozérien qui a pratiquement plus de magasins de pêche ou de chasse à moins de 100 km de chez lui, quoi. C'est un marché de niche, mais un marché en croissance, un marché tendance baissière? Non, c'est un marché plutôt stagnant, parce que ça soit la pêche ou la chasse, parce que la baisse du nombre de pratiquants, l'érosion du nombre de pratiquants est compensée par le fait que chaque pratiquant dépense plus, de plus en plus. Donc moins de pratiquants et un renouvellement? Il y a quand même un renouvellement. Il a quel âge l'acheteur sur la pêche, sur la chasse? Alors, il y a quand même un renouvellement des générations. Sur la pêche, aujourd'hui, notre clientèle, elle est plus jeune que la moyenne. Mais le renouvellement, il a quand même du mal à se faire, parce que le pêcheur plus jeune, s'il n'est pas encore passionné, il n'est pas encore régulier. Donc il va falloir qu'il se passionne et qu'il reste pêcheur. Souvent, on peut être pêcheur quand on est jeune lycéen ou jeune collégien, parce qu'on accompagne un père, un grand-père, etc. Et puis, quand on a d'autres centres d'intérêt, quand on devient étudiant, on peut abandonner la pratique, puis y revenir plus tard. C'est un peu le schéma qu'on constate. La chasse, c'est un tout petit peu différent. C'est plus identitaire encore. C'est-à-dire, on a du mal à devenir chasseur si on n'a pas dans ses proches, dans sa famille, une tradition de chasseur. Voilà. Donc là, il y a des générations qui se renouvellent, mais il y a une érosion. Et sur la pêche, ça aurait tendance à plus se renouveler, mais il faut pas les perdre. Il faut pas les perdre au passage. Il faut qu'ils deviennent pêcheurs passionnés, et ça, parfois, quand ils rentrent dans la vie de jeune adulte, c'est là que se fait la bascule. Voilà.
Et quand j'ai commencé une phrase, mais je l'ai mal formulée, je disais il y a autant de pêche qu'eux, et je trouvais pas de fin. Pareil pour les chasses, enfin on chasse au fusil, à l'arc, j'en sais rien. Alors c'est plutôt on va dire par type de gibier. Il y a plusieurs chasses, donc il y a des chasseurs qui vont être des chasseurs plutôt de gros gibier ou de petit gibier. On va dire que c'est la grosse différenciation. Et donc, ils utilisent pas forcément tout le temps le même matériel, notamment sur le fusil, la munition. Ils ont pas les mêmes types de chiens, donc pas les mêmes besoins pour équiper leur chien. En revanche... Il faut équiper son chien. Il faut équiper son chien. Néophyte, hein, vas-y, dis-moi, ça veut dire quoi équiper son chien? Donc aujourd'hui, par exemple, un chasseur au chien d'arrêt va souvent... avoir besoin d'un matériel de dressage ou de repérage pour savoir quand le chien est à l'arrêt. Donc tu vois, un chien d'arrêt, c'est un chien quand tu chasses plutôt le petit gibier avec ce chien-là. Quand il a l'émanation du gibier, il s'arrête. Donc, l'émanation du gibier qui lui arrive. Voilà, quand il sent un gibier, il s'arrête. Voilà. Ok. Chien d'arrêt. Et donc toi, quand tu es, généralement, tu vas chercher un petit gibier, ça peut être une bécasse par exemple, dans les bois. Donc ton chien, il quête, c'est-à-dire il recherche à plusieurs mètres, dizaines, voire centaines de mètres de toi. Quand il s'arrête dans des endroits très fourrés, il faut pouvoir le repérer. Des fois, tu as des colliers de repérage. Donc, c'est des bips. Quand le chien s'arrête, le collier se met à sonner. Et ça fait pas peur au gibier ? Non. Avant, tu utilisais un sonaillon, c'est-à-dire, au contraire, c'était quand, voilà, ou une cloche, c'était quand le chien était en mouvement, quand il s'arrête. Tu suis le son, et quand le son s'arrête, c'est que le chien est arrêté. Mais t'as compris que c'est quand même plus facile d'aller vers un bruit que d'aller trouver du silence, voilà. Donc, ça, c'est ce genre d'évolution de pratique. Ces chiens-là, comme ils ont une quête parfois longue, il faut les maîtriser. Donc, tu vois ce qu'on appelle des outils de dressage, donc c'est des colliers de dressage. Donc tu équipes ton chien d'un collier de dressage et tu peux les rappeler comme ça. Donc parfois c'est aussi important parce que si t'es au bord c'est aussi un élément de sécurité. T'es au bord d'une route, le chien va traverser, etc. Sans t'écouter. Donc ça envoie une petite impulsion électrostatique qui indique au chien qu'il faut s'arrêter. Donc ça, c'est pour les chiens d'arrêt. Et puis pour les chiens courants, t'as ce qu'on appelle des colliers GPS de repérage, parce qu'un chien courant, comme son nom l'indique, tu chasses le grand gibier, souvent avec un chien courant. Et lui, quand il sent le gibier, il court derrière, il le fait partir et il le poursuit. Et donc généralement, c'est des gens qui sont postés, qui peuvent ensuite tirer sur le gibier. Donc là, c'est plutôt le gibier qui vient au chasseur, pas l'inverse, comme je l'expliquais tout à l'heure sur la pratique au chien d'arrêt. Et donc là, ces chiens-là, si le gibier il est pas tué, ils partent et ils peuvent pas courir derrière le gibier pendant des kilomètres. Donc tu les équipes de colliers GPS pour pouvoir les récupérer plus facilement. Donc voilà un exemple d'équipement électronique qui a fait son apparition il y a moins d'une dizaine d'années et qui en fait j'imagine qu'il peut y avoir en plus du GPS créer du marché. Exactement. Exactement. Ça c'est sur la partie chasse, sur la partie pêche aussi il y en a beaucoup. Quand je parlais tout à l'heure de changements sociétaux, c'est marrant, quand on préparait l'entretien, tu me disais aujourd'hui les pêcheurs ils attrapent un poisson, ils lui font un bisou, ils le relâchent quoi. Exactement. Aujourd'hui c'est ça, les changements sociétaux, c'est que la pêche a une évolution, on va dire comme une grande partie de la société, qui se pose beaucoup de questions, on va dire sur le rapport qu'on peut avoir aux vivants, aux animaux, et donc le jeune pêcheur aujourd'hui, et aussi pour des raisons au-delà du rapport au vivant, pour des raisons tout simplement de préservation de la ressource, avec les problématiques de biodiversité qui touchent évidemment aussi, que ce soit le gibier ou les poissons. Donc le jeune pêcheur aujourd'hui a plutôt l'idée de ne pas prélever le poisson. Donc la plupart pratiquent ce qu'on appelle le no-kill, ne prélèvent pas. Donc ils relâchent leur poisson. Et donc ils sont très à cheval sur ces sujets. Et parfois certains font aussi partie des gens qui vont ostraciser un peu les pratiques plus traditionnelles comme la chasse, où là, effectivement, un gibier est prélevé. Après, ça serait un très long débat à faire là-dessus, sur l'utilité ou pas. Mais il y a de l'impact sur le marché, sur pêcheur.com. Mais forcément, ça a un impact. Et donc, aujourd'hui, d'un point de vue marketing, ça paraissait naturel d'avoir deux enseignes. Une enseigne pêcheur.com et une enseigne chasseur.com. On renie pas qui on est, mais effectivement, on respecte le fait que les pêcheurs, ils ont pas forcément envie de cohabiter avec les chasseurs. Je comprends. Objectivement, vu la croissance de vos chiffres, c'est un insight que tu ressentais qui était légitime. C'est un marché éclaté aussi. Tu l'as dit tout à l'heure parce qu'il y a des petites zones de chalandise, donc c'est énormément de petites boutiques disséminées partout. Exactement. Aujourd'hui, il y a énormément de points de distribution.
sur la pêche, c'est souvent des boutiques de petite taille, voire de très petite taille, des surfaces de vente qui peuvent commencer à moins de 50 mètres carrés. Donc ça peut être ça, un magasin de pêche. Je parlais tout à l'heure du département d'où je suis originaire. Voilà, c'est ce genre de magasin qu'on pouvait trouver. Donc avec évidemment très peu de choix ou juste l'essentiel. Alors qu'on est sur un marché qui se spécialise de plus en plus, où les gens sont passionnés et où ils ont envie de trouver le produit qui leur convient, qui convient à leur pratique. Et donc, forcément, il y a une opportunité quand tu présentes un grand choix, et notamment un choix en ligne, et puis tu adresses surtout tous les types de pêche. Et là, c'est un peu comme ce que je te décrivais entre le chasseur au chien d'arrêt, chasseur au chien courant. On a énormément de pêche ou de types de pêche suivant les types de poissons qu'on va rechercher et suivant les lieux où on se trouve. On peut pêcher le carnassier en mer ou en eau douce, les poissons carnassiers en mer ou en eau douce, mais les poissons carnassiers peuvent être de toute petite taille, ils peuvent être de taille relativement réduite jusqu'à des très grosses tailles. Tu vois une différence entre un poisson qui est la perche, qui peut faire que tu peux attraper à moins de 20 cm, et un brochet où tu vas rechercher des brochets qui sont des poissons qui vont faire plus d'1 mètre lorsque tu recherches les plus gros spécimens. Tu as évidemment tous les autres types de poissons qui peuvent exister. Suivant les localités où tu te trouves, donc tu peux pêcher la truite en montagne, etc. Donc ça a besoin d'un matériel spécifique. Mais donc historiquement, la boutique de région, de ville, je sais pas, en province, elle a pas ce stock. Donc elle a un catalogue et elle passait commande. Toi, tu as désintermédié, vous faites partie des acteurs en tout cas qui avaient désintermédié le... En fait, si tu veux, la boutique de centre-ville ou la petite boutique, si, elle avait des fournisseurs, elle avait des grossistes, elle achète des marques, et nous, on revend ces mêmes marques, en fait, sur le site. Mais elle les avait pas en stock, cette boutique. Mais elle pouvait pas avoir tout en stock, et surtout, elle adressait certainement, c'est même plus le 20-80, mais c'est vraiment l'essentiel de ce qui se pêchait dans sa zone de chalandise. Le 5,95, voilà, quoi. Exactement. Okay. Et en termes d'enseigne, donc je sais que Decathlon a développé, je pense... Alors, en termes d'enseignes concurrentes, aujourd'hui, dans les magasins Decathlon, tu as de la pêche et de la chasse, de moins en moins. Parce que là, pêche, ok. Parce que nous, je pense que Decathlon est confronté à des polémiques qui sont encore un peu plus vives que celles que nous on a. C'est-à-dire que tu accueilles dans le même magasin des gens qui sont pratiquants de randonnée et des chasseurs. Tu vois bien que chaque année, tu as ce genre de débat, et là tu fais cohabiter sous le même toit des gens très très différents. Pour devenir et rester la marque préférée des Français, il y a des choix à faire. Ok, d'accord. Ça fait longtemps qu'ils vendent, parce que on en parlera brièvement tout à l'heure, mais Decathlon a été au capital de pêcheurs.com à une époque, mais ça fait longtemps qu'il y a des rayons chasse et pêche chez Decathlon. Depuis l'origine. Depuis toujours. Ouais. Ok. Depuis l'origine, et donc c'est un gros acteur du marché. Et ensuite, en termes de réseau de magasins spécialisés, il y en a peu. Je t'ai cité sur la pêche les magasins Pacific Pêche, il y en a à peu près 42 en France. Mais sinon, après, le marché, il est composé à plus de 50% de magasins de détail qui sont indépendants en définitive. Voilà. À plus de 50%. 50% des petits magasins de détail indépendants. Exactement. Alors avec des surfaces qui peuvent aller de 50 mètres carrés à 500, voire un peu plus, mais ça reste quand même du magasin indépendant ou des petits groupes de magasins. Pacific, je connaissais pas. C'est un groupe français? C'est une boîte française? Oui, c'est une boîte française. C'est marrant de s'appeler Pacific en France. Ouais. T'as la Méditerranée, t'as la Manche, t'as l'Atlantique, t'as tout. Le siège est basé à Montpellier en plus. Okay. C'est plutôt la Méditerranée. Ah, mais Pacifique au sens, peut-être P. Non, l'océan. Ça s'écrit avec un C à la fin. Me demande pas l'origine, je l'ai jamais demandé. Dernier point sur le marché pour bien comprendre, c'est sur la partie armement, donc sur chasseur.com, croissance, stagnation. Sur chasseur.com, on est en grosse croissance parce que le site est plus récent et ça valide notre choix. Donc là on est vraiment sur des croissances à 2 chiffres et cette année c'est des croissances à 2 chiffres qui pourraient avoisiner les 3. La partie armes et munitions, c'est un marché significatif dans la chasse, qui est pas encore très significatif chez nous, mais tu me demandais tout à l'heure, c'est extrêmement réglementé. C'est une question de réglementation, c'est ça qui m'intéresse. Alors, évidemment, on vend pas des armes et des munitions à n'importe qui. On vérifie les identités, on vérifie
tout ce qui est légal en fait. Hein. Tu dois avoir un permis de chasse ou une licence de tir. Tu dois présenter un justificatif de domicile de moins de 3 mois qui nous permet de vérifier que tu n'es pas interdit d'armes. Voilà, il y a des fichiers qui sont tenus par la préfecture auxquels on a accès pour vérifier avant d'envoyer un produit que la personne a bien le droit de le recevoir. L'envoi est sécurisé. C'est un envoi comme du transport de fonds et ça se fait à domicile et en remise en main propre uniquement. Voilà. Et j'imagine un process de KYC. Donc KYC, c'est en anglais un Know Your Customer. Il y a vous l'avez certainement vécu, chers auditrices, chers auditeurs, quand vous avez ouvert un compte dans une banque en ligne, une néobanque. Ça, j'imagine que tu as un process. Alors tu m'as décrit le process, mais t'as un outil que vous avez développé, que vous utilisez. C'est l'avantage d'être en homemade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, développé ça en interne. On a tout développé en interne. Et n'importe qui peut se mettre à vendre des armes demain à condition de remplir ces conditions, ou t'as quand même. Est-ce que la société est auditée, vérifiée, j'en sais rien, tu vois. Il faut avoir des gens diplômés et il faut que le chef d'entreprise lui-même, donc moi-même, soit diplômé de l'école d'armurerie, soit ait fait une formation qui est spécifique pour la distribution d'armes et de munitions, soit et un minimum un bac+2, plus tout ça, plus un casier judiciaire vierge. Évidemment. Voilà. Et puis donc après, il faut des gens diplômés chez nous ou formés, et donc on a 2 armuriers, on a plusieurs personnes formées à la vente d'armes et de munitions qui manipulent les armes quand elles arrivent dans nos locaux pour les expédier dans des bonnes conditions, évidemment. Ok, alors qui arrivent dans tes locaux parce que les armes ne sont pas stockées. Les armes et les munitions ne sont pas stockées. Alors, les armes ne sont pas stockées, mais elles passent chez nous parce qu'on se doit de vérifier avant d'expédier l'arme, son bon fonctionnement, etc. Et les munitions, on sous-traite l'expédition. On a ce qu'on appelle un munitionnaire qui porte notre stock en définitive et qui expédie pour nous, parce que évidemment stocker des munitions, comme je te l'expliquais, il y a de la poudre, c'est des normes sur l'outil logistique qui sont drastiques et que nous on ne voulait pas faire dans nos entrepôts. Voilà. Encore une fois, une transition toute trouvée vers un autre sujet que je vais aborder, c'est votre stock et ta politique de log. Quand d'aucuns cherchent à justement alléger un peu disons l'opérationnel et s'affranchir d'une partie du stock, toi, l'un des choix stratégiques que tu as fait au fur et à mesure des années et ta montée au capital et ta prise de direction était d'allonger, d'augmenter, d'approfondir le stock. C'est ça. Nous, on a un peu commencé comme un leader pure player, à l'inverse de ceux que tu vois dans d'autres secteurs de marché, c'est-à-dire eux, ils s'ouvrent en marketplace après coup. Nous, on venait de là, en fait. Donc, finalement, on avait un modèle en flux tendu, comme une marketplace, avec les défauts et les qualités, c'est-à-dire parfois des délais plus longs, parfois des incidents plus nombreux parce que la communication entre 2 outils qui gèrent le stock, celui du fournisseur et le tien, c'est 2 fois plus de chances de faire des bêtises. Donc nous, au fur et à mesure, pour augmenter la qualité de service, la disponibilité des produits, le taux de service, le délai d'expédition, on a hybridé le modèle et on a stocké les best-sellers qu'on avait révélés par le flux tendu. Et c'est comme ça que tu as fait ta data. Comment t'as choisi ces produits? Donc je comprends, les best-sellers c'est facile, mais t'as 200 000 refs, 180 000 qui sont disponibles à la vente sur le site et 50 000 qui sont stockés chez vous. Le choix de ces 50 000, c'est pas que des best-sellers. En fait, c'est les best-sellers par besoin. Donc nous, la façon dont on raisonne, c'est que chaque rayon doit avoir des produits en stock. Les best-sellers de chaque rayon doivent être en stock. Donc on a un outil, après il y a une décision humaine, mais on a un outil, encore une fois homemade, qui nous permet de sélectionner les produits qui sont les meilleurs à l'instant T. Et comme on a une activité très saisonnière, on a des couvertures qui sont relativement faibles. C'est-à-dire qu'on couvre généralement pour les 15 prochains jours dans nos achats, c'est du stock tampon. Et si le best-seller de la quinzaine qui suit change, ça nous permet très vite d'optimiser nos mètres carrés et de choisir le bon stock au bon moment, en fait. Voilà. C'est hyper intéressant, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est perpétuellement en mouvement. En mouvement. Tout à fait. L'outil doit être solide.
Homemade. Homemade et la décision humaine aussi. Et la décision humaine, elle accompagne en fait. Et Ça nous permet, tu vois, dans un marché de passion, ça nous permet aussi de dépassionner l'achat de stock. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que tu peux avoir pragmatique. des gens qui disent moi je crois à ce produit et je vais le prendre en stock, et puis tu te charges, et puis à la fin, les mètres carrés, le cash, il n'est pas indéfiniment disponible. Donc je trouve que nous, en fait, le meilleur acheteur, et l'acheteur chez nous, c'est le client, quoi. Voilà. C'est beau, c'est bien dit. Et l'acheteur, c'est le client, c'est pas faux. Et le meilleur décideur, c'est aussi un peu la data qui aide, quoi. Voilà. C'est quoi ton curseur? Tu as une catégorie A, tu prends je sais pas, tu as 100 produits, tu prends les 5% de meilleures ventes, les 10, 15, 20% de meilleures ventes. Alors, tu le places où? Tu vas Nous, le curseur, aujourd'hui, on fait en sorte d'hybrider le modèle, comme je te l'ai dit. Donc, on va chercher à faire en sorte que une commande sur 2 puisse partir en 24 heures. C'est-à-dire ne soit composé que de produits qui soient en stock. Donc on place notre curseur en fonction de ça. Donc on regarde ce qu'on vend le plus et les combinaisons de ce qu'on vend le plus, et on choisit d'affecter notre stock comme ça. Voilà. Une commande sur 2, c'est ton KPI, doit pouvoir partir en 24 heures. C'est ça. Sachant que tu as des commandes que tu as en stock, enfin des produits que tu as en stock, mais tu as aussi des produits, j'imagine, avec des fournisseurs privilégiés où tu as de la livraison quotidienne. Exactement, mais de toute façon, le flux tendu, aujourd'hui, on l'améliore de façon très forte, et les fournisseurs privilégiés, comme tu dis, qui représentent 80% du flux tendu, me livrent, on commande chez eux quotidiennement, et ils me livrent généralement le lendemain. Mais il y en a chez qui c'est pas possible parce qu'on n'a pas le volume et que ça vaudrait pas le coup. Et je te fais peut-être un lien avec ce qu'on est en train de faire avec le magasin ou les magasins. Le magasin qu'on a lancé, Concept, l'idée, c'est d'avoir un magasin très grand. C'est plutôt des flagships régionaux. Mais d'un point de vue logistique, ce sera aussi nos premiers fournisseurs flux tendus. Puisque aujourd'hui, plutôt que d'aller commander chez un fournisseur, on sortira les produits du magasin pour servir le site. Donc en fait, tu vas éclater le stock. En fait, est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? En fait, le stock, je vais le garder comme tel pour la partie e-commerce, ouais. Mais je vais remplacer une partie du flux tendu que je commandais chez mes fournisseurs par des produits qui vont se trouver dans le magasin. Donc tu auras du stock à ton stock central, ton stock internet. Exactement. Plus du stock en magasin. Plus le stock des fournisseurs. Voilà. Ça sera en cascade. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, tu vois, je te disais tout à l'heure, 50% de mes commandes peuvent être traitées sur stock, et donc même plus de 50% du coup des références que je vends sont en stock au moment où je les vends. Et donc, tu vas rajouter à ça le fait que, admettons que 50% des références qui restent doivent venir du flux tendu, doivent venir du fournisseur. Sur ces 50%, il y en aura environ 20%, c'est ce qu'on mesure aujourd'hui avec le magasin, qui peuvent venir du magasin. Donc ce qui fait qu'en fait, on va encore réduire nos délais et on va encore réduire nos incidents de qualité de service puisqu'on sera sûr du stock. Ouais, et on peut reboucler là-dessus parce que ta volonté historique d'avoir du stock à dispo, ou en tout cas de pouvoir livrer plus vite, c'est ça, c'est la qualité de service. Absolument. Ce qui est moteur chez toi. Absolument. Aujourd'hui, ce qu'on a amené au marché, ce pourquoi les pêcheurs nous ont reconnus depuis le début, c'est le choix. Comme je te l'ai expliqué, il y en avait beaucoup qui avaient besoin de faire beaucoup de kilomètres pour accéder à du choix. Parce que dans le petit magasin de la région, il y a souvent pas suffisamment de références en stock pour satisfaire le pêcheur. Donc nous, on amenait un catalogue qui était hyper complet et donc on était reconnu pour le choix. Puis le prix, parce que comme on s'est mis à faire beaucoup de volume, on a négocié les bonnes conditions auprès des fournisseurs et on avait toujours proposé des prix compétitifs. Et puis maintenant, il faut qu'on soit aussi reconnu pour rendre ce choix beaucoup plus sûr et encore plus accessible, donc plus rapide, avec plus de certitude et pas d'incident de commande. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec tous les développements qu'on prévoit. Voilà. Et outils internes. Exactement. Sur les quelques dernières années où vous avez constitué, en tout cas grandi, cranté, on va dire, sur ce sujet de stock et log, est-ce que vous avez fait des erreurs? Quelles étaient-elles? Et qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent et qui pourraient suivre une approche similaire? Forcément, on en fait toujours plein. Nous, de toute façon, la façon dont on travaille, c'est du test and learn permanent. C'est-à-dire,
part d'une hypothèse, je vais te prendre l'exemple du magasin. Quand on a monté le magasin, il est tout récent. On s'est dit, en fait, on était parti à l'envers. On s'est dit, la synergie sur le stock, c'est qu'en fait, quand il va y avoir un réassort à faire dans le magasin, on va regarder si on l'a pas déjà en stock dans nos entrepôts du site. Ce qui paraît assez logique avant de le commander chez le fournisseur. Et en fait, on s'est aperçu que ça créait pas mal de rigidité et ça retardait les réassorts. Ça compliquait la vie des acheteurs dans le magasin qui attendaient leur réassort. Et nous, on avait tendance à dire, tiens, ça, finalement, on l'a en stock. Donc là, du coup, ta commande chez tel fournisseur, elle devient trop petite. Il faut attendre ou il faut y renoncer parce qu'on n'aura pas le franco de port, par exemple. Et en fait, on a retourné le problème dans l'autre sens et on s'est dit, mais en fait, le stock qui est censé tourner le moins, c'est quand même celui du magasin parce qu'on veut tout le temps qu'il y ait un choix pléthorique et que les rayons soient pleins. Alors quand on va dans un magasin, on a besoin de ça en tant que pêcheur. Et donc finalement, on se dit, mais pour le faire tourner plus, c'est plutôt le site qui doit piocher dans le magasin que l'inverse. Voilà. Donc, comment dire, si j'ai un seul conseil, oui, des erreurs, on en fait tous les jours, ou des choses qu'on corrige, on en fait tous les jours. Moi, j'ai une coutume, c'est de dire, il faut tester vite notre hypothèse, aller vite à l'exécution, et après on corrige, quoi. Et après on corrige. Test and learn. Quelle surface l'entrepôt ? L'entrepôt, aujourd'hui, c'est plusieurs entrepôts. On a un entrepôt pêche, un entrepôt chasse. Okay. Donc, il y a un entrepôt de 3000 m² sur la pêche, et à peu près l'équivalent en 2 entrepôts sur la chasse, plus 1000 m² de magasin. 1000 m² de magasin, donc c'est pas un petit magasin, non, comme je disais. C'est un des plus gros magasins de pêche de France. Ouais. De France. Et le plan est d'en ouvrir d'autres ? Le plan est d'ouvrir d'autres, évidemment. Il faut qu'on valide l'essai. Hein. Ouais. Il est ouvert depuis 3 mois. Okay. Donc c'est tout récent. Mais donc octobre, en gros, 2023. Voilà, même novembre 2023. Novembre 2023. Et donc, ce qu'on a pour projet, c'est, si ça fonctionne, d'aller ouvrir des flagships régionaux qui vont permettre de montrer l'enseigne et de produire ces synergies-là. Par contre, on ne croit pas qu'on deviendra demain un réseau de je ne sais combien de magasins, parce qu'on pense que pour aller adresser les territoires même les plus reculés, et le plus rapidement possible... L'erreur... Voilà. Exactement. Okay. Enfin, l'erreur, pardon. Tu reproduirais le marché ancien. Exactement. C'est pas le but. On se nourrit justement de ce changement, de cette mutation. Je voudrais parler de saisonnalité et de disons, fréquence ou rythme d'achat. Mais avant ça, est-ce qu'il y a une régionalité de la chasse et de la pêche ? Ah oui. Il y a des pratiques qui sont complètement différentes suivant les régions. Bon, pour la pêche, c'est assez facile à comprendre de façon assez intuitive. T'imagines qu'au bord de la mer, tu pêches pas pareil que dans les terres. Donc ni l'océan d'ailleurs, j'imagine. Voilà, ni au bord de l'océan, voilà. Donc c'est pas les mêmes pêches, c'est pas le même matériel, c'est pas les mêmes types de poissons recherchés, c'est pas les mêmes types de pêche pratiqués. Donc c'est très régionalisé. Et sur la chasse, c'est assez vrai aussi. Tu as des territoires, par exemple, sur la chasse comme la baie de Somme, où t'as beaucoup de chasseaux migrateurs, dans ce qu'on appelle les gabions, voilà. Donc c'est de la chasse à la passée ou des gibiers d'eau comme le canard, etc. Ou tu vas dans le sud-ouest où tu auras plus de chasse, si tu parles de petits gibiers, plus de chasse à la bécasse dans les bois, ou plus de chasse à des grands gibiers comme les chevreuils, le cerf, etc. Donc suivant le territoire en France... Donc, non seulement tu as une régionalité, mais en plus tu as une saisonnalité forte. Alors on l'a dit sur la chasse, hein, tu as 6 mois de chasse par an, et 6 mois, alors qu'ils sont pas morts j'imagine, mais raconte-moi comment vous l'organisez d'un point de vue opérationnel. Nous déjà on a une mutualisation des équipes. La pêche et la chasse c'est assez intéressant aussi parce que ça a une saisonnalité qui se complète. Même si sur la pêche c'est moins marqué, la chasse, en gros, c'est quoi ? C'est l'hiver, c'est septembre à mars. Exactement. On va dire que la chasse, c'est quand il fait froid, quand on sort pas trop, et la pêche, c'est plutôt quand il fait bon. Ouais. On va, pour simplifier, on va dire ça, quoi. 6 mois. Donc, printemps-été, c'est la pêche. Automne-hiver, c'est la chasse. Donc déjà, t'as une saisonnalité qui se complète. Au-delà d'une clientèle qui se complétait aussi, quand même. Donc ça déjà c'est le premier
c'est le premier point sur les saisonnalités. Et ensuite, tu as des saisonnalités liées aux périodes d'ouverture, comme je te le disais. Alors, sur la chasse, tu as plutôt une période d'ouverture, même si tu as des ouvertures anticipées, qui est assez homogène suivant les types de gibier, les types de chasse, les territoires. Sur la pêche, ça peut être relativement différent. Tu as, par exemple, la truite qui marque le début de la saison de pêche, qui ouvre généralement le deuxième week-end de mars sur une grande partie du territoire. Mais légalement, on peut pêcher toute l'année. Hein. Mais légalement, on peut pêcher toute l'année, mais pas tous les poissons. Ah, et les poissons que tu peux pas pêcher en fonction des périodes. Et non, et pas tous les cours d'eau aussi. Okay. Donc tu as ces phénomènes-là. Donc je te disais, là, par exemple, la recherche du poisson, la truite. La truite, ça commence en mars, ça finit en septembre. Mais par contre, la carpe, par exemple, tu n'as pas de période d'ouverture, donc ça peut se pêcher toute l'année. Après, faut-il encore que ça soit opportun ou que le poisson soit actif à ces périodes-là. Et là, les meilleures périodes, c'est le printemps et l'automne. Tu peux... donc voilà, très important de maîtriser la data et ton historique. Tout à fait. Et tu as énormément de facteurs qui viennent influencer sur ta gestion de stock, j'y reviens toujours, mais tout à fait. Pour avoir les best-sellers du moment en fonction de la région ou non, parce que la région tu t'en fous, tu commandes en ligne, mais de la saison et de... Exactement. Okay. Donc demain, quand tu ouvres des magasins, tu n'auras jamais les mêmes produits dans tous les magasins parce que tu répondras à l'impératif de régionalisation. Et nous, dans notre stock, dans nos entrepôts, tu réponds à l'impératif de saisonnalité. Et donc, y a des moments où la pêche du carnassier est plus forte, donc tu n'as, par exemple, que des petits leurres qui servent à pêcher le carnassier en stock. Pardon, c'est quoi un carnassier ? Carnassier, c'est un poisson qui mange un autre poisson. Ok. Donc, par nature, tu as des poissons qui mangent d'autres poissons et tu as des poissons qui sont plutôt presque, on va dire, herbivores. Hein. Donc, c'est plutôt les cyprinidés, par exemple, qui, eux, se nourrissent de vases ou de choses qui sont plutôt végétales, on va dire. Voilà. Et donc, forcément, tu pêches pas ces poissons avec les mêmes appâts, avec les mêmes techniques et au même moment. C'est vraiment un sacré enjeu, quoi, de maîtriser... Ah oui, c'est un sacré enjeu, mais comme je te l'ai dit, quand bien même tu connaîtrais pas, le client et les ventes te montrent ce qui se passe. Ok. Je reviens, je réfléchis à haute voix, mais sur l'enfer d'être un détaillant petite boutique de province. Bon, c'est régionalisé, donc à la rigueur, il y a déjà ça qui est gagné, mais gérer ton stock ou tes commandes en fonction de la saison et de la pêche, de telle ou telle ouverture. Ok, je comprends l'intérêt d'un acteur ou d'acteurs au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs digitaux. Ok pour la saisonnalité, et une question aussi que je me pose sur l'expression de besoin de ton consommateur. Le persona, il fait quoi ? Il commande à 1 mois, il commande à 6 mois, il commande à 1 semaine ? Alors, ça dépend. Tu vois, nous aujourd'hui, et c'est une des raisons qui nous a poussé à ouvrir un magasin, on les a interrogés, nos consommateurs, et on les interroge fréquemment. Et il y a à peu près 80 à 85% des clients qui nous disent nous être fidèles, qui nous disent aussi 80-90%. Hein. Voilà, de ceux qui nous disent nous être fidèles, il y en a donc cette part, donc hyper majoritaire, qui nous disent qu'ils vont aussi voir ailleurs, pour des raisons diverses et variées, mais souvent c'est pour des raisons de disponibilité immédiate du produit. Donc c'est-à-dire, j'ai ma partie de pêche, je pense que je vais aller pêcher demain, et j'ai besoin de mon leurre aujourd'hui. Ouais. Donc je vais le voir et je vais acheter chez mon détaillant, même si j'ai pas le choix. Je vais prendre ce qu'il me faut pour aller faire ma partie de pêche. Voilà. Et vous, le délai d'envoi, le délai d'expédition le plus court, c'est quoi ? Le délai d'expédition le plus court, c'est 24 heures, même moins de 24 heures. Tout ce qui est en stock est envoyé évidemment dans la journée. Et le délai moyen, c'est 3 jours. Ok. D'où l'enjeu de mailler un peu le territoire avec quelques flagships. Exactement. Qui ont le stock le plus important, le stock le plus demandé à dispo. Exactement. Le plus demandé sur la région. Ok. 80 à 90% de clients fidèles. 80 à 90% de clients fidèles nous disent ça. Ouais. Nous disent qu'ils nous font des infidélités. D'accord. Finalement. Tu te dis qu'ils font des infidélités. 35 millions, 100 euros le panier moyen, ça te fait 350 000 commandes. Tu dois avoir un repeat énorme. Il y a un repeat pour les clients qui sont fidèles de 3,5 commandes par an.
Voilà. Ok. Donc ça, c'est le pêcheur moyen. Il commande 3,5 fois par an. Le repeat est moins important sur la chasse parce que ce qui fait le repeat, c'est là où on est un peu moins fort, c'est-à-dire la partie munitions. Oui, parce que le reste, tu te rééquipes pas tous les 2 jours, quoi. Non, tu rachètes pas un fusil, tu vois, tous les jours, ou tu rachètes pas une veste de chasse tous les jours non plus. Ok, compris. Intéressant. Vous êtes présent à l'international ? On est présent à l'international avec l'enseigne pêcheur.com, même si l'enseigne pêcheur.com à l'international, elle porte encore la pêche et la chasse. Et elle s'appelle pêcheur.com. Elle s'appelle pêcheur.com parce que on n'a pas voulu, on est allé à l'international pour le moment en exploration. Donc on n'a pas voulu choisir un territoire, on a voulu servir les territoires voisins. Donc c'est principalement, on est traduit en 7 langues, hein, les 7 langues qui nous environnent, on va dire, et on sert principalement tous les pays frontaliers. Alors ça tombe bien parce que dans les pays frontaliers, il y en a 3 qui parlent français, mais sur les autres... Ben, oui, mais c'est ce que je t'ai dit, on est traduit en 7 langues, c'est pour ça Oui, que... mais pêcheur.com en espagnol... Ah ben c'est sûr que au niveau enseigne, on est d'accord. C'est pas, on n'est pas dans une démarche d'internationalisation de Fugam. On est vraiment dans une démarche d'apporter le produit et c'est une étape de notre développement qui n'est pas encore arrivée. Mais alors toi qui prône le test and learn, d'aller tester avec une variable qui est aussi importante que ton nom, qui est quand même peut-être difficilement prononçable en allemand ou en... Je prends le challenge. Pourquoi ? Parce qu'on est parti à l'international à l'époque où l'actionnaire était Decathlon et c'était une volonté stratégique de notre actionnaire. Et je pense qu'on avait encore beaucoup à faire en France pour améliorer le service, notre système, aller sur la chasse. Donc voilà, je répète, en fait, le moment de notre développement, on a conservé ce qu'on avait fait, on va dire, voilà, mais on n'a pas été au-delà. Après, il y a des coûts quand même à pouvoir changer d'enseigne et en faire une démarche de branding un peu construite. Voilà. Je tombe sur une photo de silure sur votre site. C'est un poisson que j'ai découvert assez récemment. Je savais pas que ça existait, moi, mais c'est énormissime poisson. Gros poisson d'eau douce. Ouais, d'eau douce. Qui est pas méchant. C'est-à-dire, ça peut être, non, je sais pas. Qui peut te manger le pied ? Non, ouais, non. Okay. Il mange avec d'autres poissons, il est un peu méchant, il est carnassier, mais sinon, non. Ok, pour l'international, ça fait quelle part de votre chiffre aujourd'hui ? 10%. Aussi. Ah, quand même. Oui, mais quand même, oui. Ouais, ok, 3,5 millions à l'international, sur les pays environnants. C'est ça. Okay. Donc sur le UK, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne, Pays-Bas. Ok. J'aimerais parler un peu de marketing et d'activation. Vous avez... ça existe depuis 2001, c'est ça ? Un nom génial. Chasseur.com, il a fallu l'acheter ou vous l'avez Il a fallu l'acheter, ouais. Ça a coûté combien ? Un petit prix, non, tu peux me le dire ? Tu veux que je te dise, c'était des Américains qui le possédaient. Donc on l'a acheté $20 000. Voilà. Honnêtement, ça va. Non, honnêtement, ça va, ouais. Bon, c'est chasseur.com, c'est pas hunter.com, mais qui veut dire chasseur en anglais. Mais ouais, quand même, ok. Et donc, tu dois avoir une autorité de fou sur pêcheur.com. En SEO, pardon. Ouais, le domain authority qui est oui, bah forcément, je te cache pas, c'est un avantage sur le SEO, mais c'est un avantage sur le branding. Enfin, je veux dire, le nom, il définit quand même plutôt bien ce qu'on fait. Ouais, ça aide. J'aimerais parler donc de tes leviers d'acquisition. Le SEO, clairement, en est un. J'aimerais parler de fidélisation. Oui. Je savais pas que le marché était si gros. Tu me dis 1,2 milliard, 1,3 milliard, c'est ça ? Si je cumule pêche et chasse, ouais. Sur la France. Sur la France. Ouais, donc 35 millions, vous avez encore de la progression potentielle. Donc j'aimerais parler de fidélisation, d'acquisition. Voilà. Mais commençons par le SEO. Comment est-ce que vous le pratiquez aujourd'hui ? Combien de personnes ? Quelle est la stratégie et le rythme de publication ? Alors, le SEO, on a un consultant qui nous accompagne et on n'a pas voulu internaliser cette responsabilité. On a un traffic manager qui travaille le SEO, le SIA, etc., mais avec des consultants ou des agences externes à l'entreprise. Comme on est sur une plateforme homemade, on peut aussi intervenir sur tout ce qui est aspect technique à loisir, on va dire. Et puis, on a une personne au marketing, accompagnée désormais de ChatGPT, qui produit des contenus sur les URL les plus importantes
et sur les mots-clés sur lesquels on veut se positionner. Avec quel rythme de publication ? Ça dépend parce que quotidiennement, on va publier de notre propre rédaction. C'est assez irrégulier. Ça dépend les points qu'on va travailler. Donc j'aurais du mal à te donner un chiffre, mais on peut publier jusqu'à 30 ou 40 nouveaux articles spécifiques SEO friendly par jour. Et on peut passer des périodes où on se concentre pas sur ce sujet-là. Oui, ou alors il y a de la mise à jour on aussi. Retravaille, etc. C'est ça, hyper important de savoir retravailler des articles qui marchent. Exactement. Parce que Google félicite, disons, l'entretien, la mise à jour d'articles. Ok. Jusqu'à 30 et 40 articles par jour quand vous mettez du focus sur le SEO, quoi. Oui. Quand je dis, c'est pas, on peut publier beaucoup plus de nouveaux articles, hein, mais sans qu'on les ait travaillés en SEO. C'est-à-dire avec tout simplement de la mise en ligne de nouveaux modèles ou nouveaux articles. Et donc là, on a une équipe de 3 personnes qui est plutôt chargée, elle, de saisir et donc de copier-coller finalement les datas des fournisseurs et qui travaillent quotidiennement. Et donc là, qui, elles, publient chacune à peu près 80 nouveaux articles par jour. Ok, c'est quand même important. C'est quand même très important. Et puis tu as 200 000 refs ou 180 000 en tout cas qui sont exactement, disponibles à la vente. Tournent, il y en a qui sortent, il y en a qui reviennent, etc. Ok. Quelle part de ton chiffre d'affaires en contributif sur l'organique ? On a aujourd'hui à peu près 30%. De ton chiffre d'affaires qui est généré, par le SEO. Par le SEO. Ouais, ça vaut le coup de travailler un petit peu. 10 millions, ça vaut le coup de travailler un petit peu, quoi. Tout à fait. Ok. Les autres 20%, les autres 20 millions, les autres 60%, alors, 70%. Les autres, on a quand même pas mal de trafic et donc de commandes issues du direct parce que un des gros leviers qu'on a, c'est le branding, avec un nom qui veut dire quelque chose. Et même dans nos campagnes SIA, on distingue ce qui vient du branding et qui est quand même assez significatif, puisque en fait aujourd'hui, avec ces noms de domaines-là, qui sont faciles à retenir, on nous cherche plus qu'on nous trouve en définitive, et donc ça coûte toujours moins cher. Ensuite, on a des gros leviers quand même sur le fichier et la base client, sur la partie emailing. On a à peu près, ça dépend des mois, mais on a environ 10% de notre chiffre d'affaires qui vient de notre activité emailing. Et on a à peu près 15 à 20% qui vient sur du trafic direct. Voilà. Et puis le reste, je sais plus où j'en suis à peu près. Mais là, on est à peu près à 60-70. Voilà, un peu plus de SIA que de SEO, voilà. Et okay. Donc on est là-dessus, à peu près 35% de SIA, et puis on a un peu de Facebook Ads aussi. Voilà. Et quel budget sur le SIA ? Alors aujourd'hui, nous, on regarde la dépense marketing globale. Okay. Et la dépense marketing globale, on y intègre aussi tous les gestes qu'on fait, le coût du programme de fidélité, les gestes qu'on fait à nos clients. Et donc, on a une dépense marketing qui est autour de 6% du CA. Ok, je me serais attendu à plus, je dois te dire. 6%, ça fait... si tu fais 18 1,8 million en gros. Oui, c'est ça. Ok, j'aurais imaginé plus. On est sur un marché de niche, on est leader. Évidemment, c'est un peu différent entre la pêche et la chasse. C'est un peu moins de 6% sur la pêche et c'est un peu plus sur la chasse puisqu'on est un peu plus récent. Je suis surpris par le 10% d'email. J'aurais imaginé que l'email contribuerait plus à ton chiffre d'affaires. T'as quand même il y a combien de chasseurs et de pêcheurs en France ? On le sait, ça ? Oui. Enfin, on le sait. Les chasseurs, c'est facile parce qu'il faut une licence. Les chasseurs, c'est facile. Donc, les chasseurs, il y a à peu près 1 million. Ok. Mais il y a 5 millions de titulaires du permis. Il y en a 1 million qui le valident chaque année. Mais il y a 5 millions de personnes qui ont le permis. Oui, il faut payer un droit à chasser chaque année. Okay. Et il faut passer comme un permis de conduire, un permis de chasse. Et là, il y a 5 millions de personnes qui sont titulaires de permis de chasse en France. Ok. Mais 1 million qui pratiquent, en gros. Mais 1 million qui pratiquent. Voilà. Okay. Et sur la pêche... Et tu m'as dit un marché à 800 millions. Ouais, d'euros. Sur l'équipement donc 800 euros par chasseur et du chien. Quoi. 800 euros par chasseur par an, par chasseur pratiquant par an. C'est ça. De dépenses. Okay. Et encore, je ne vais pas compter tout l'aspect impact
sur le véhicule de chasse, l'accès au territoire de chasse, etc. Parce que là, tu as un impact économique qui est plutôt autour de 3 milliards. En consommable, ok, d'accord. Sur la pêche, il y a à peu près 1 500 000 personnes qui prennent un permis de pêche, qui payent un permis de pêche parce qu'il faut un permis. Il faut payer. Voilà, ça s'achète, un droit à pêcher en eau close, en eau intérieure. C'est quoi une eau close, une eau intérieure? C'est un lac, une rivière, un bassin, un ruisseau qui est public. Voilà. Ah, ça c'est considéré comme... Enfin, ok, d'accord. Voilà. Une eau close. Une eau intérieure. Une eau intérieure, ok. Voilà. Il y a des eaux privées aussi. Donc là, on ne mesure pas. On ne sait pas combien paye... voilà, tu as un lac, un étang privé que tu as acheté, sur lequel tu as des poissons et tu peux commercialiser un droit à venir pêcher. Et puis ensuite, en mer, il n'y a pas de permis. Voilà. Ok. Donc, au global de tout ça, on estime à peu près qu'il y a 3 millions de pratiquants de la pêche. Mais là-dedans, autant le million de chasseurs, ce sont des pratiquants passionnés et réguliers, autant les 3 millions de pêcheurs, il y a aussi du tourisme de pêche. Donc, en définitive, ce qui compte, c'est de savoir combien de pêcheurs passionnés font le marché. Et là, je pense que si tu as à peu près le même nombre que la chasse. Voilà. 1 million. Voilà. Ok. Qui sont passionnés. Pas des touristes de la pêche, on va dire, qui sont des pratiquants réguliers. Voilà. Bon, donc 1 million de chasseurs, 1 million de pêcheurs réguliers, pas touristes, de la pêche, mais un marché donc de 5 millions de personnes qui ont le permis de chasse et quelques millions, 3 à 4, on estime 2 à 3 qui ont c'est ça, plus ou moins 3 3 grosso modo qui pratiquent la pêche. Eh bien, je reviens à ce que je disais, j'aurais imaginé que l'email serait plus contributif au CA que seulement 10%. Ben, on peut, voilà, mais nous, on essaie de taper nos bases avec parcimonie, voilà, et de façon segmentée pour intéresser chaque pêcheur. Et voilà, aujourd'hui, en toute transparence, c'est les chiffres qu'on arrive à obtenir. Voilà. Ok. Et 2024, tu mets l'accent sur quoi? Alors, 2024, on a l'accent sur le développement de la chasse. D'une part, puisque c'est quand même notre gros levier de croissance, puisqu'on est parti de plus loin, et comme je te le disais, c'est ça qui conduit la croissance générale du groupe. Ensuite, sur la pêche, sur la partie digitale, on va présenter tous les leurres aujourd'hui, qui est le consommable par excellence dans la pêche, et ce dont on a besoin de suite. Donc on va pas réduire notre choix, et on aura tout en stock. Donc on a équipé notre logistique de grandes armoires, de transstockers, ça s'appelle, que tu peux trouver dans l'industrie pharmaceutique, tu vois, qui permet de gérer avec un minimum d'espace un maximum de petites références. Donc on s'est équipé de grandes armoires qu'on a mis dans notre logistique et on va les remplir de 40 000 leurres supplémentaires en stock. Ok. Je dis 40 000 leurres différents, hein. Ouais. C'est donc 40 000 SKU différents, hein, pour pouvoir présenter tout le choix de leurre pêcheur.com qui est unique au monde en stock en 24 heures. Donc ça, c'est le gros levier dont on espère pouvoir faire bénéficier nos clients et on imagine que ça va nous procurer un peu de croissance. Et puis, on va essayer d'étendre un peu notre offre sur la partie navigation. C'est une grosse tendance. Aujourd'hui, le pêcheur, il cherche à s'éloigner de la terre ferme. À s'équiper, oui, ben voilà, quand on parlait du flotte tube tout à l'heure, donc ça peut aller du flotte tube jusqu'à des bateaux un peu plus importants, puis c'est ludique de pêcher en bateau. Voilà, donc c'est les deux, donc il faut équiper le bateau, hein, moteur, sondeur, etc. Donc c'est les deux gros axes de développement pour pêcheurs. On va étoffer l'offre là-dessus. Et puis il y a la partie magasin, avec évidemment le test qu'on fait aujourd'hui et qu'on doit valider pour ouvrir de nouveaux flagships régionaux. Combien ? Alors, on ne sait pas encore. On a estimé qu'on en ferait entre 6 et 14 maximum. Voilà. Sur quelle période ? À déterminer avec nos actionnaires et à déterminer suivant le plan de financement qu'il faudra mettre pour faire ça. Voilà. La tech est faite maison depuis toujours ? Depuis toujours. Il n'y a jamais eu un truc sur étagère ou une techno depuis toujours. Tech en interne, depuis toujours, avec une équipe en interne en partie. Tu m'as dit 4 devs, un admin et un archi qui est en externe, c'est ça ? Exactement. Ok. Pourquoi est-ce que tu le changerais demain ? Pourquoi est-ce que tu le changes pas ? Alors, on le change un peu, c'est-à-dire que là où on a moins de valeur ajoutée, on externalise des bouts.
Voilà. Tout simplement parce qu'il faut maintenir, tu vois, quand on développe un WMS, par exemple, s'il y en a qui font le job sur le marché, on le prend. Sauf que la partie gestion des commandes de stock, comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec la façon dont on fonctionnait, sur le marché, t'en as pas, ou on n'en a pas trouvé qui se paramétrait de la sorte. Donc à partir de là, quand on a une valeur ajoutée, on dev. Si on peut ne pas avoir de valeur ajoutée, on est dans une phase où on commence à externaliser des bouts. Ok. Mais pour ça, comme on est un vieux dinosaure, il faut rendre, comme on le dit en interne, notre système apaisable. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On le transforme pour le rendre beaucoup plus modulaire, en microservices, et donc beaucoup plus flexible. Voilà. Ok. J'imagine que c'est clair pour beaucoup d'entre vous, mais l'idée là, c'est de se dire que ton système que tu as développé sur mesure ne doit pas être une coquille fermée, mais justement un espèce de pont et doit s'ouvrir vers l'extérieur ou recevoir de l'info extérieure. Voilà, qui peut s'ouvrir de l'extérieur. Et même si tu redéveloppes sur des outils en interne, d'un point de vue architectural, faut que ça puisse communiquer facilement. Voilà, ça t'évite de te dire, tiens, quand je vais changer quelque chose, je sais pas moi, pour la partie marketing, je crée un bug à la logistique. C'est pas l'idée. Et là, c'est dans quelque chose d'un peu monolithique comme pouvaient être les systèmes e-commerce homemade, comme on avait et comme d'autres avaient, c'était ce qui pouvait arriver. Ouais. Et donc le WMS, le Warehouse Management System, c'est de l'interne. C'est de l'interne. L'OMS, l'Order Management System, c'est de l'interne. C'est de l'interne. Et le DAM, donc le DAL, c'est le DAM, pardon, c'est ce qui gère vos fiches produits. C'est de l'interne. Ok. Voilà. Par contre, on est en train, sur la partie OMS et ERP, au final, pour produire un peu la partie facturation, on va dire, de l'ERP, on est en train de passer une partie sur Odoo, de façon à pouvoir gérer plus facilement ce qui s'y prêtait, le multisite, le multi-stock. Et donc aujourd'hui, c'est d'abord la partie chasse qui va être faite comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est le plus petit business ? Parce que c'était le business le plus simple d'un point de vue modèle logistique, c'est-à-dire on est plutôt sur du stock picking d'une référence pour une commande. Tandis que sur la pêche, comme je te l'ai expliqué, multi-picking, flux tendu, stock, okay. Voilà. Pourquoi Odoo ? Alors Odoo, c'est une boîte belge, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui est maintenant une belle boîte internationale que Mathieu Stéphanie a reçu dans Génération du It Yourself. Je vous invite à écouter l'épisode, il est intéressant. J'entends du bien et du mal d'Odoo. On me dit... Donc, pardon, je termine. Le principe d'Odoo, c'est comme un puzzle. C'est plein de services différents qu'on peut plugger les uns aux autres. Alors pourquoi nous, modularité et comment on a regardé ce qu'on fait des confrères autour et qui l'utilisent. Et puis on s'est dit, on va avancer là-dessus. Et comme on a cet ADN et qu'on garde quand même la maîtrise globale chez nous, s'il faut changer, comme on l'a toujours fait, on changera. Voilà. Ok, compris. Écoute, c'est passionnant. Si vous voulez creuser le sujet, chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez contacter Faustin qui est... Alors, il a 2 comptes sur LinkedIn, il faudrait que tu supprimes l'autre, mais... Ouais, c'est vrai. c'est Faustin Falcon, Falcon, et c'est celui où il y a écrit président chez pêcheur.com, et ce n'est pas l'autre. Mais je vous invite à prolonger la conversation. Faustin est très généreux en conseils, en histoire, en détails. Juste en quelques minutes, dans la fin de cet épisode, chères auditrices, chers auditeurs, je vous propose de brosser de très haut un peu l'histoire capitalistique de pêcheur.com, fondée en 2000 par Olivier Bernasson. Tout à fait. Auquel tu arrives, aventure dans laquelle tu arrives en 2008. Ouais. Donc en fait, en 2006, il lève des fonds auprès de Business Angel. En 2008, je suis arrivé, mais en 2010, les business angels qui l'avaient accompagné commencent à vouloir sortir, puisqu'on est arrivé, on va dire un peu, on arrivait au bout de 5 ans. Généralement, c'est un peu la deadline. Donc en 2011, on trouve, Decathlon rentre au capital de façon majoritaire,
encore avec Olivier minoritaire. Donc en rachetant, j'imagine, une partie de l'actionnariat existant. C'est pas une levée de fonds. Non. En rachetant une partie, toute la partie business angel de l'actionnariat existant et une petite partie encore d'Olivier, quoi, grosso modo, et quelques associés minoritaires de l'entreprise. Donc en 2016... Ça c'est 2011, donc à peu près 10 ans après la création. À peu près 10 ans après la création. Donc un repère, on avait atteint le break-even et on faisait à peu près 9 millions de chiffre d'affaires. En 2016, Decathlon, qui était rentré au capital en 2011 et de façon majoritaire, comme je viens de le dire, souhaite s'en aller. Olivier également souhaite passer la main. Je vais reprendre, accompagné du groupe Centre France, qui va faire une entrée majoritaire au capital, et là je vais rentrer minoritaire. Qui est un groupe média de PQR qui est situé à Clermont-Ferrand. La Montagne, le Berry, l'Écho-Républicain, l'Éveil de la Haute-Loire, le Journal du Centre, La Montagne qui est connu. C'est ça. Voilà. Et donc eux, ils rentrent au capital et ils nous accompagnent à cette époque-là. Donc là, on est en Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez pêcheurs.com? Ils viennent chercher... Bon, déjà, il y a une dimension régionale forte. On est une entreprise qui a reconnue, une petite success story du web qui est connue dans la région. Donc eux, déjà, ils ont envie de soutenir la région ou les acteurs régionaux. Et deux, ils viennent chercher une culture digitale dans un groupe qui est en pleine mutation et qui a ce besoin-là, même si nous, c'était plutôt une culture e-commerce. Ils sont venus regarder, apprendre. Et voilà. Alors, c'est vrai que les synergies opérationnelles, elles sont pas du tout intuitives, mais néanmoins, elles se sont fait, on va dire, de façon, dans l'échange, de façon culturelle. Et donc ça c'est 2016 et ça permet à Decathlon de ressortir. Voilà, c'est même 2016, c'est le moment où Decathlon fait rentrer Pêcheurs en process, mais ça ne s'opère qu'en 2017, la rentrée du groupe Centre France. En 2017, Centre France vient, remplace ou rachète Decathlon et te permet à toi et ainsi que quelques autres key people, employés clés, de monter au capital. C'est ça, c'est moi en fait qui souhaite que d'autres key people montent au capital. Et accompagne dans une démarche de restart-upisation, on va dire, du management et de la façon de fonctionner de l'entreprise. C'était ça le projet. C'était quoi la frustration ou le... L'idée, c'est que quand on est rentré chez Decathlon, on s'est mis à se comporter comme une entreprise et pas comme une start-up, quoi. Donc, c'est-à-dire, on a structuré, on a pyramidalisé, et donc, en fait, on a éloigné les gens de l'opérationnel et de la prise de décision. Moi, j'aime bien que tout le monde soit opérationnel. Tu vois, chez nous, c'est moi qui fais le reporting pour les actionnaires. C'est moi. C'est pas le DAF. C'est pas le DAF à qui et que moi je revaliderai derrière, etc. Il faut que les gens aient, pour moi, une mission opérationnelle qui crée de la valeur immédiatement. Donc voilà, ça on pourrait en parler longtemps aussi. On a vraiment eu une réflexion humaine sur l'organisation de l'entreprise assez poussée, et donc on a fait un modèle vraiment complètement différent. Et donc, pour te donner une petite anecdote, chez nous il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de titre comme ça. Les rôles des uns et des autres, ou les reconnaissances de rôle des uns et des autres sur la prise de décision, ils sont faits à travers des soft skills qui sont évalués collectivement. Et donc chez nous, en fait, il n'y a pas de titre. Il y a des gens qui sont brochés, cendres. On leur a donné des noms de poissons, qui correspond en fait à leur capacité de leadership dans l'entreprise. Voilà. Suivant les sujets. Qui n'ont rien à voir avec le poisson. Qui n'ont rien à voir avec le poisson. Non, c'est une catégorie de management. Les brochés. C'est justement pas du catégorie management comme peuvent l'être. C'est seulement par rapport à des skills, pas par rapport. C'est par rapport exactement à des soft skills même. Voilà. Okay. Donc un broché, c'est quelqu'un qui dans l'entreprise est reconnu pour être capable de proposer, d'influencer une prise de décision, et c'est pas c'est pas le directeur marketing, le directeur financier, etc. On pourrait faire un podcast là-dessus. Mais il y a donc quand même des gens qui sont responsables in fine. Sur qui on tape, sur quel dos on tape si on se plante en achat média? Tous. Nous, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Ok. Voilà. Pardon, c'est une question qui pouvait me faire passer pour un vieux con. Mais est-ce que moi, j'entends la logique. Je pense qu'il est aussi important de savoir qui est owner
Oui, à la fin, il faut arbitrer. Ça, Ouais. on est d'accord. Mais in fine, il est aussi important et responsabilisant d'associer autour de soi. Parce que partir du postulat que le directeur est omniscient, c'est le directeur marketing, achat, etc. est omniscient, c'est aussi partir d'un mauvais postulat. Voilà. Et ça te permet d'éviter pas mal d'erreurs et de Mais donc ça veut dire responsabiliser qu'il y a tout le une monde. décision qui est collégiale et il y a quelqu'un à la fin qui tranche. Oui. Si le collège n'a pas réussi à trancher. In fine, je vais trancher. Okay. In fine, si personne n'arrive à trancher, voilà. Mais les discussions, toutes les décisions, elles sont challengées. Pas intéressant. Donc tu fais monter quelques key people voilà. en parallèle de quand Centre France arrive au capital. Tout à fait. Et donc Centre France, pour des raisons, on va dire, de divergence stratégique après en 2021 avec moi, on sort du Covid en fait. Moi je veux accélérer, j'ai un plan qui est en train de marcher. Centre France est en crise, il change de direction. C'est le moment qu'on choisit pour se dire que c'est peut-être bien de formuler une offre. Donc on fait à la fois un LBO et on se fait accompagner d'un fonds parce que je voulais pas trop prendre de risques sur l'opérationnel et faire peser trop de dettes sur l'entreprise. Et donc on remonte au capital au passage comme ça. LBO, c'est Leveraged Buyout. Pourquoi leverage? C'est parce que en gros, ça veut dire emprunter. Donc, il y a de la dette. Ça permet de ne pas diluer le capital. À l'inverse, donc on appelle ça non dilutif. À l'inverse d'un fonds qui lui prend du capital. Et donc, nous, on se dilue. En revanche, il n'y a pas à rembourser. Ensuite, il y a un truc qui est intermédiaire qui s'appelle l'obligation convertible. Et ça peut être un fonds qui va vous apporter, admettons, 1 million d'euros non dilutif, mais qu'il faut rembourser. Et si on ne le rembourse pas, il se transforme en action du capital et donc vous dilue, vous qui avez le reste du capital. C'est ça, mais ça se passe souvent in fine, hein, pour être tout à fait transparent, il y a une part comme ça aussi chez nous. Mais ça se passe souvent voilà, comme je l'ai dit, in fine, donc ça pèse pas non plus sur la capacité de trésorerie de l'entreprise pendant la durée de l'emprunt obligataire. Dans les LBO, leverage buyout, ou MBO quand on achète avec le management, ou les OBO quand c'est les détenteurs du capital qui se rachètent à eux-mêmes départ pour sortir un peu de cash, les banques en général essayent de se rembourser sur 4 à 7 ans, ouais, et elles comptent, alors c'est des grandes masses, mais elles comptent qu'on peut dégager 50% du résultat ou de l'EBITDA pour rembourser la banque. Donc en gros, le calcul c'est de se dire, bon, je prends un plan à 5 ans de l'EBITDA, je le divise par 2, ça me donne à peu près ma capacité de... J'ai beaucoup simplifié, hein, mais ok. Et donc ça s'est passé en quelle année? Juste après le Covid. 2021. 2021. Okay. Juillet 2021. Avec un mix de LBO, d'obligations et de fonds. Exactement. Okay. Ce qui nous a à la fois permis au management de se reluer, ouais, et de retrouver un peu plus de surface de surface financière pour l'entreprise pour mener sa stratégie. Oui, je l'ai pas dit, pardon, mais donc il y a un fonds qui prend du capital, il y a de la dette, il y a un peu d'obligations convertibles, mais il y a surtout un apport en capital, en compte courant, ce qui vous permet à vous d'exécuter le plan. Exactement. Hyper intéressant. Vous savez quoi, je vais poster l'épisode sur LinkedIn. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, allez me trouver et mettez-moi en commentaire. Dites-moi si ça vous tente qu'on fasse un épisode avec Faustin à sa prochaine venue à Paris, parce qu'il vient de Clermont, sur l'histoire capitalistique. Je sais pas si tu auras le droit de me donner tous les détails, mais ce serait super. Voilà. Je t'en donnerai un maximum. Et dernière question, lors de ces différentes opérations, j'imagine que le fonds ou la banque qui vous prête met des conditions à ce que tu restes à ton poste. Bah oui, forcément, il y a un pacte d'actionnaires. Ouais. Donne-moi des exemples de raisons pour lesquelles il pourrait te sortir. Si tu n'exécutes pas le plan, des raisons pour lesquelles il pourrait me sortir, à un moment, oui, voilà, si j'exécute pas le plan. Après, j'ai pas de contrat de travail, donc quand tu as un mandat, à un moment, tu peux être sorti, on va dire, pour diverses raisons qui peuvent être même discrétionnaires. Mais ça, c'est la théorie. Il faut pas jouer à se faire peur là-dessus. Un actionnaire, logiquement, il a quand même besoin d'un management qui connaît le marché, qui mène l'entreprise, qui connaît l'entreprise. Et un management, il a besoin d'actionnaires qui l'accompagnent pour faire grossir le gâteau. Le but, c'est de faire grossir le gâteau commun, c'est pas de manger dans l'assiette de l'autre. Hein. Voilà.
personne n'est irremplaçable, mais remplacer un patron ou l'équipe dirigeante, c'est risqué, quoi. Je pense. je pense. J'espère. Faustin, c'était trop cool. Merci infiniment pour ta transparence. J'ai trouvé ça très enrichissant. J'espère que ça... Alors, surtout parce que je le reconnais, hein, ça fait 1h13, vous êtes arrivés jusque-là, chers auditrices, chers auditeurs. On a quand même parlé une bonne trentaine de minutes du marché, qui est un marché que je connais pas, que je découvre. Donc voilà, j'étais très curieux. Merci. Merci à Seb pour l'intro, Sébastien et bon retour. Merci beaucoup. Et je repars en Auvergne. À bientôt. Salut. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.